Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Ici Denis Gauthier en compagnie de mon collègue Jasmin Leroux. Et cette semaine à l'émission, nous aurons la chronique équipement avec le spécialiste Éric Dupont portant sur les divers accessoires à la portée des hockeyeurs et hockeyeuses, ainsi que le segment Sur la glace, au cours duquel Ramzi Abid nous explique son exercice à 3 cônes. Toi, Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous? Bien, moi, cette semaine, je vous propose une entrevue avec le défenseur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot, qui est de plus en plus en train de faire sa place avec l'organisation des Sens après avoir connu une carrière vraiment phénoménale au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Sea Dogs de Saint-John. Mais tout d'abord, j'ai rencontré le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimont, qui va nous parler cette semaine des fameuses commotions cérébrales, ce sujet qui retient tellement l'attention depuis des années. Hockey Magazine, c'est parti! Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sylvain Guimont, qui a un doctorat en psychologie sportive et qui a également écrit le livre TDAH, Pourquoi être ordinaire quand on peut être compliqué. Pour parler aujourd'hui avec Sylvain d'un dossier qui a soulevé tellement de passion dans les dernières années, et avec raison, c'est certain, celui des fameuses commotions cérébrales. Et ça, c'est un mot, Sylvain, qu'on a entendu des dizaines de fois. Et j'ai envie d'abord de te demander, explique-nous de façon sommaire, c'est quoi une commotion cérébrale exactement? Une commotion cérébrale, ça veut dire que le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. La boîte crânienne, elle, le cerveau, il n'est pas attaché à l'intérieur, donc il est lousse. Donc le cerveau va aller frapper un côté de la boîte crânienne, puis ensuite il peut refrapper l'autre. Souvent, c'est un 2 pour 1. Ça veut dire qu'il y a eu un choc, et ce choc-là vient changer au niveau de l'électricité du cerveau. Le cerveau fonctionne électrique, donc ça vient changer notre fonctionnement même du cerveau. Les histoires de commotion cérébrale, il y en a eu tellement dans les dernières années qu'on a entendu parler. Éric Lindros en est une parmi tant d'autres. Sylvain, parle-moi un petit peu des progrès qui ont été faits dans les 20 dernières années, par exemple, pour déceler d'abord les commotions cérébrales et arriver à les traiter. Le premier progrès qu'on a fait, c'est que là, maintenant, on connaît plus ça. Avant, on ne le savait pas. C'est plus une vague bébête qu'on n'a jamais entendue. Non, là, on sait c'est quoi. On sait surtout les conséquences néfastes que ça a pour le reste de notre vie si les commotions ne sont pas prises au sérieux. Maintenant, on a des protocoles qui font en sorte que lorsqu'il y a une commotion cérébrale, on va arrêter les jeunes, on va s'assurer qu'il n'y ait pas une deuxième commotion rapidement parce qu'on sait que le cerveau il est fragilisé à ce moment-là. Donc, il y a des protocoles qu'on doit vraiment suivre dans les arénas partout pour s'assurer que le jeune ne retourne pas trop vite au jeu. L'autre point qu'on a aussi appris depuis 20 ans, c'est que on a des façons maintenant où on peut aider le cerveau à reprendre de ses pleines capacités et on peut mieux l'identifier. Donc, il y a une partie qu'on appelle le neurofeedback où on peut être en mesure d'identifier comment ça s'est produit et on peut aussi le contrôler et même entraîner le cerveau. On a fait ça avec l'armée américaine, on l'a fait ici avec Dr. Joanne Lévesque qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc, on a de plus en plus de renseignements et d'informations qui nous permettent de, essayer de ne pas avoir de commotion cérébrale, et 2, s'il y en avait une, mais au moins, on peut maintenant agir là-dessus. On parle des protocoles de commotion cérébrale. Il y en a eu notamment un nouveau avec Hockey Québec cette année. Il y a un paquet de choses qui sont lancées. Comment tu évalues ça, les protocoles qu'on a maintenant? Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'on est allé là où on devait aller? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser là-dedans? Les protocoles sont... C'est obligatoire. On doit avoir ça pour assurer qu'on va rassurer le jeune qui vient d'avoir une commotion. Mais moi, ce que j'aimerais plutôt voir, c'est certains changements dans la réglementation du hockey. Faire en sorte qu'on n'ait pas à traiter de commotion cérébrale et qu'on n'ait pas de commotion cérébrale. Ce serait beaucoup mieux de faire ça en amont que d'attendre qu'il y ait une commotion. Et pour ça, il faut changer certaines règles, des règles qui sont désuètes, à mon avis. Comme dire à un jeune, finis ton check, quand la personne n'a pas encore la rondelle. Et ensuite, les mises en échec. Qu'est-ce qu'une mise en échec vraiment? La mise en échec, ça devrait être pour récupérer la rondelle et non pas pour séparer le joueur de la rondelle. On a entendu ça trop souvent, séparer le joueur de la rondelle, puis on essaie de l'envoyer dans 10e rangée. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être en mesure que nous, celui qui donne la mise en échec, soit en mesure de récupérer la rondelle. À ce moment-là, on n'aurait pas de mise en échec dans ce qu'on appelle un blind spot. On n'aurait pas de mise en échec quand on n'est pas capable, nous, d'accéder à la rondelle. On ne pourrait pas tourner non plus le dos au joueur qui est porteur de la rondelle. Donc, on enlèverait beaucoup de dommages aux joueurs qui sont faits souvent au centre de la glace. Quand on est sur le bord de la bande, c'est moins pire parce que la bande va absorber une partie de la force de l'impact, mais quand on est au centre, on n'en a pas.
C'est, sans donner le blâme à personne, peut-être des mentalités qui étaient dans le passé et qu'on voit encore maintenant et que là, bien, avec l'enseignement qu'on fait, notamment ces protocoles de commotion-là, vont aider à ce que dans les prochaines années, les mots dont tu nous as parlé, ce soit des mots qu'on n'entende plus du tout et que ça fasse plus du tout partie des mœurs du hockey. Là. Mais je pense que je suis heureux de voir que de plus en plus, il y a de la place pour des plus petits joueurs, que les mises en échec, bien, ça devient même dans la Ligue nationale, on voit de moins en moins de mises en échec spectaculaires parce que c'est pas nécessaire. Le jeu est tellement rapide, on a tellement d'espace que maintenant, j'espère qu'on va voir on veut voir des habiletés des joueurs et non pas seulement des mises en échec spectaculaires qui, pour moi, risquent de mettre le jeune en danger plus que d'autres choses. Il y a de la prévention, on n'en fera jamais. S'il y en a une qu'on peut faire maintenant aujourd'hui, c'est toujours de dire aux jeunes que jamais il faudra retourner au jeu rapidement, de toujours prendre le temps qu'il faut pour le faire. Mais en tout cas, merci pour les explications sur les commotions cérébrales. Ça reste un sujet dont on va parler, je pense, pendant encore bien des années. T'es bien gentil. Merci Jasmin. Beaucoup, M. Guimond. Merci beaucoup. Cette semaine, à la question quiz. Choix de premier tour des sénateurs d'Ottawa en 2015, Thomas Chabot a évolué 4 saisons dans la LHJMQ de 2013 à 2017. Avec quelle équipe jouait-il avant de s'aligner avec le club école des sénateurs, les Senators de Belleville, dans la Ligue américaine en début de saison 2017-2018? Est-ce que c'est A, les Sea Dogs de Saint-Jean, B, Wildcats de Moncton ou C, le Titan d'Acadie Bathurst? La réponse après la pause. La réponse A, les Sea Dogs de Saint-Jean. Le choix de deuxième tour des Sea Dogs en 2013 a joué avec cette formation de 2013 à 2017, avec lesquelles il a connu beaucoup de succès. Il a notamment mis la main sur le trophée Émile Bouchard à titre de défenseur de l'année en 2016-2017, en plus d'être le récipiendaire du Paul Dumont en tant que personnalité de l'année. Il a joué son premier match en carrière dans la Ligue nationale en octobre 2016, avant d'être rétrogradé dans le circuit Courtois pour le reste de la saison. On l'a d'ailleurs récemment rencontré dans le cadre du segment « Parcours vers la LNH ». Mon parcours hockey mineur, pour moi, je pense que j'ai passé la majorité de mon enfance à Sainte-Marie-de-Beauce avec les Rapides de Beauce-Nord. C'est là que j'ai joué la majorité de mon temps. Je pense que j'avais un frère plus vieux que moi, 4 ans plus vieux que moi. C'est lui qui jouait tout le temps. Je voulais faire tout pareil comme lui, je pense. Mon père aussi a joué au hockey longtemps. J'ai eu la chance d'avoir une patinoire juste à côté de chez nous. C'est que je pense que c'est ça qui m'a embarqué. Puis jusqu'à Pee-Wee, j'ai joué avec les Rapides de Beauce-Nord. Bantam, j'ai fait le saut Bantam 2A avec Beauce-Amiens. J'ai joué là 2 ans, puis après je me suis pas repêché. J'étais allé midget 3 à Lévis avec les Commandeurs de Lévis. Et ensuite, je me suis repêché pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Une année marquante pour moi, hockey mineur quand j'étais plus jeune, je pense que ça a toujours été le tournoi du Coach des Pepsi, le tournoi Québec. Je pense que c'était assez spécial pour nous. On était habitué de jouer dans des petites arénas, puis on avait la chance de finalement jouer dans l'aréna des Remparts, une grosse aréna avec quand même assez beaucoup de monde dans les estrades. Je pense que c'était spécial. 2 années, j'étais allé là 2 années avec mon équipe Pee-Wee 2C. On s'est rendu en demi-finale, puis une fois en quart de finale, mais je pense que ça a été une année marquante pour moi. Quand j'étais plus jeune, un aréna qui m'a vraiment marqué, comme je t'ai dit tantôt, il y avait le Coach des Pepsi, c'est certains tournois, mais je pense que j'ai toujours été un gars, on a une nouvelle aréna à Sainte-Marie, ça s'appelle le Centre Castel, mais avant on avait l'aréna Paul-Henri Drouin, puis pour moi, je sais pas pourquoi, mais à toutes les coups, je rentrais dans notre aréna, je trouvais ça spécial. Je pense que c'était peut-être à cause que mon frère, j'étais habitué de le voir jouer là, ou l'équipe junior 2A à Sainte-Marie, j'allais toujours les voir jouer. Je pense que c'était spécial pour moi. J'ai pas trop encore la raison de savoir pourquoi c'était si spécial pour moi, mais c'était un aréna que j'ai toujours vraiment apprécié à jouer dedans. Pour les embûches, quand j'étais plus jeune dans ma carrière, je pense que pas nécessairement, honnêtement. Je pense que j'ai toujours été un jeune qui a joué au hockey pour l'amour du sport. Je pense que j'étais passionné. Je patinais avec une pratique avec mon équipe de hockey. J'arrivais tout de suite à la maison, j'allais à la patinoire à l'extérieur l'hiver. L'été, je jouais au hockey dans la rue tout seul. Je m'habillais au complet. Ma mère, elle me dit toujours tous les jours, quand on a de la visite, on se raconte des histoires. Puis elle me disait toujours que je m'habillais au complet avec l'équipement, mon frère avec des patins éloignés dans mon sous-sol. Puis je roulais là pendant 2-3 heures, je remontais en haut tout trempe. Je pense que j'ai toujours été un gars qui a jamais pensé... oui, mon rêve quand j'étais tout petit, c'était de jouer dans la Ligue nationale comme n'importe quel jeune. J'ai jamais pensé que j'allais me rendre là un jour. Je pense que je jouais au sport parce que j'adorais ça. Puis j'ai toujours été comme ça. La plus grande leçon que j'ai appris au hockey mineur, je pense, c'est d'avoir du plaisir. N'importe quand que j'ai la chance d'aller avec des jeunes patiner, avec des jeunes qui me posent des questions, qui me demandent la chose la plus importante pour moi, je réponds toujours, c'est d'avoir du plaisir. Je pense
seras jamais capable de performer dans un sport, tu seras jamais capable de t'améliorer si à tous les matins que tu te lèves, ça ne te tente pas d'y aller, ça ne te tente pas de te présenter. Fait que, pour moi, ça a toujours été d'avoir du plaisir. Mes idoles de jeunesse, ça a toujours été, dès que Sidney Crosby a commencé dans le junior majeur, ça a été un gars qui, même encore aujourd'hui, je le trouve tellement impressionnant. Un gars comme, ça c'est un peu drôle, Hall McInnish. J'étais un gars que je jouais des fois, une fois de temps en temps avec mes amis au PlayStation. Puis aux jeux vidéo, il y avait un gros lancer frappé. Fait que c'est comme ça que j'avais commencé à l'aimer, à le regarder tout le temps, à voir ce qu'il faisait. J'avais aussi Chris Pronger, je pense. J'en ai plusieurs. J'ai tout le temps suivi le hockey, j'ai tout le temps aimé ça, regarder les games de Ligue nationale. Puis, mais je te dirais que le plus grand pour moi, ce serait Sidney Crosby. Mes souvenirs de mon premier match en Ligue nationale, c'est surtout été. Je pense que j'étais fier. C'était quelque chose que je voulais faire depuis que je suis tout petit. Mais je pense que je suis encore plus fier. Je pense que c'était pour ma famille. Je pense que mes parents ont eu la chance de monter, d'assister au match avec tout. Je sais que c'est classique, on dit tout le temps ça, mais avec toutes les heures de voiture qu'ils ont faites pour nous, avec toutes les choses qui se sont privées pendant notre enfance, pas seulement pour moi, mais mon frère aussi qui joue au hockey beaucoup. Je pense que c'était un remerciement pour eux autres. C'est difficile de les remercier assez, mais je pense que de voir le sourire de mes parents pendant le premier match, c'était quelque chose que, même en repensant en ce moment, ça me donne encore des frissons. Je pense que c'était assez spécial. J'étais très heureux d'avoir la chance de jouer en Ligue nationale, mais c'était surtout pour mes parents. La recette du succès, je pense, c'est comme ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Je pense que c'est d'avoir du plaisir. À chaque jour, tu te présentes à l'aréna, tu te dis toujours que ça va être une belle journée, c'est une journée pour apprendre, c'est une journée pour t'améliorer. Mais surtout d'avoir du plaisir. Je pense que, comme je me répète un peu, mais c'est comme tantôt, tous les jours, si ça ne tente pas de te présenter à l'aréna, puis ça ne tente pas de faire l'effort, puis que tu n'as pas de plaisir, c'est certain que tu t'amélioreras pas, tu ne dois pas devenir un meilleur joueur. Fait la recette pour moi, ce sera toujours d'avoir du plaisir. Bonjour, ici Stéphane Richer. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. On s'entretient cette semaine avec Patrick Guay, joueur des Cantonniers de Magog, qui est un des beaux espoirs cette année pour le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et Patrick, j'ai d'abord envie de te demander comment ça se passe ta première année au niveau Midget 3A. Tu as une grosse année au niveau des points, mais ça a été quoi l'adaptation à ce nouveau niveau de jeu? Ça va bien, là. C'est un gros step pour du bantam au midget. Mais à date, ça se passe bien. L'équipe est bien le fun. Puis on connaît du succès. Fait que c'est une belle année à date, là. Qu'est-ce que tu trouves qui a été le plus dur au niveau de l'adaptation, peut-être entre le Bantam 3 et le Midget 3? Tu arrives maintenant dans un environnement qui est différent, un petit peu plus gros, on doit se l'avouer, la Ligue est plus grosse. Ça a été quoi le plus gros challenge, si on peut dire, auquel tu as fait face? Je dirais la vitesse un peu. Les gars, c'est sûr, ils sont plus vite. Il y en a qui ont 17 ans, il y en a qui ont 16 ans. Donc la vitesse est un peu plus vite du Bantam, bien, même beaucoup plus vite, mais à force de jouer puis de pratiquer, là, ça s'adapte puis ça se passe bien, là. Ouais, je pense que c'est un petit gars qui n'a pas froid aux yeux. Je pense que c'est un compétiteur hors pair. Je pense que tu peux avoir tout le talent au monde si tu n'es pas compétiteur. Puis lui, là, je pense que c'est le gars dans les pratiques qui veut compter le plus de buts. C'est le gars dans les pratiques qui veut faire plus de passes sur le tape. Puis ça se transmet dans ses matchs. Vraiment un bon sens du hockey, hors pair. Puis, tu sais, malgré que c'est pas le plus gros sur la glace, il n'a pas froid aux yeux. Tu sais, c'est un gars qui est solide sur ses patins, bon coup de patin. Donc, quel genre d'attaquant tu te décrirais, toi? Bon, tu as beaucoup de points. Quel genre d'attaquant tu penses que tu es? Je dirais un fabricant de jeu, qui aime ça, un gagnant, dans le fond. Puis aussi un marqueur, là. Je tire beaucoup, puis à date, ça fonctionne dans l'année, là. Y a-tu un comparatif que tu fais des fois avec un joueur de la Ligue nationale que tu aimes particulièrement, qui ressemble peut-être un petit peu à ton style de jeu? Non, je me compare pas à trop de joueurs, mais j'aime bien regarder jouer Patrick Kane des Blackhawks. C'est un peu ça aussi, un fabricant de jeu beaucoup. Oui, il est très bon, fait j'aime ça le regarder, là. Tu es entraîné par un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Félix Potvin, qui est entraîneur des Cantonniers de Magog. Quel genre d'expérience, toi, tu retires de ça, d'être entraîné par quelqu'un qui s'est rendu probablement là où tu as envie de te rendre, toi aussi? Je suppose que c'est une expérience que c'est pas tous les joueurs nécessairement dans le circuit qui ont la chance de vivre ça. Non, bien, il sait que ça prend pour se rendre loin, puis il nous pousse, justement. Il nous pousse pour nous faire travailler, puis qu'on s'améliore en tant qu'équipe comme en tant que joueur. Fait que c'est un bon coach, là. Fait que c'est une bonne idée qu'il soit là.
La coche du bantam au midget, c'est un petit peu l'adaptation de peut-être un petit peu plus de système de jeu, de s'adapter à l'autre équipe. Puis lui, il le fait très bien. Puis j'ai pas de doute que d'ici la fin de l'année, il va continuer à progresser. Tu parles de te pousser le plus possible, de te rendre le plus loin. Tu es identifié comme un des beaux espoirs cette année pour le repêchage. Est-ce que c'est une pression différente que tu te mets? Est-ce que tu y penses beaucoup à ça, au repêchage qui arrive au mois de juin? Non, j'y pense pas trop. Je pense plus à jouer pendant les parties, avoir du fun avec les gars, puis on verra ce qui se passera au repêchage. Puis je vais avoir du plaisir avec les gars tout au long de l'année, même s'il y a de la pression ou toutes choses comme ça. Là. On va te souhaiter une bonne fin de saison. Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Cette semaine, pour notre première chronique équipement de l'année 2018, je suis en compagnie de notre spécialiste Éric Dupont. Tu vas venir nous parler de quelques produits conçus pour les hockeyeurs ou les athlètes en général. Lorsqu'on parle d'équipement, Éric, souvent on va dire, bon, on va parler de patins, on va parler de casques, de gants, de bâtons. Mais il y a d'autres produits nécessairement qui peuvent complémenter le travail sur la glace. Qu'est-ce que tu as à nous proposer cette semaine? Denis, si je te dis Drink the Pink, est-ce que ça te dit Oui. quelque chose? Absolument, Éric. C'est un produit que j'adore. C'est fait à base de produits naturels. Je l'utilise, ma famille l'utilise. Et puis, je dois t'avouer que j'aime le goût particulièrement. C'est un mélange d'électrolytes et d'hydratation à saveur de fruits, le plus populaire de BioSteel. Produit que la plupart des équipes de sport professionnelles utilisent de plus en plus. Il fournit un apport énergétique durable tout en réduisant la fatigue et sans utiliser de sucre ou de caféine. Ce mélange est également disponible en saveur d'orange et citron-lime, ainsi qu'en paquet de 14 sachets individuels. Intéressant de mentionner également que BioSteel offre également des barres nutritives, des protéines, des bouteilles prêtes à mélanger, beaucoup de produits de qualité à conseiller à tout le monde à la maison. Maintenant, Éric, je vais aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai un historique de blessures à la tête au cours de ma carrière. Tu nous offres un produit qui pique ma curiosité avec Bauer présentement. On parle ici d'un dispositif qui se porte autour du cou. De nos jours, les coups répétés à la tête, même à petit impact, peuvent entraîner des changements structurels au cerveau d'un athlète. Les effets à court et long terme de ces changements structuraux sont toujours inconnus pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que ce collier aide à protéger le cerveau de ces changements. Il est très important de noter que NeuroShield ne prévient pas les commotions cérébrales. Ce dispositif est disponible dans certains de nos méga magasins seulement. Alors que ce soit pour des produits hydratants ou de protection, les spécialistes de Le Trio Hockey seront nécessairement en mesure de répondre à vos questions. Éric, encore une fois, merci. Toujours très intéressant. Et nous, la semaine prochaine, on se retrouve pour une chronique sur les équipements de protection. Bonjour, ici Sean Couturier. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. De retour avec nous cette semaine, Ramzi Abid. Ramzi, dans le passé, on a vu des changements de direction. Cette semaine, on regarde quoi? Aujourd'hui, on va faire un exercice spécifique à où placer la rondelle lors d'un changement de direction et ainsi tomber en protection de la rondelle. Ça va être un exercice assez complexe pour les plus jeunes, mais à force de répéter les points clés lors des entraînements, on va pouvoir développer des joueurs qui vont être plus efficaces lors des situations 1 contre 1. Excellent, on regarde ça tout de suite. Parfait. Maintenant, pour cet exercice-là, tu veux nous montrer une situation où on va continuer de parler de séparation du haut et du bas du corps, mais les virages avec une rondelle. Virage avec une rondelle, spécifiquement où placer la rondelle lors d'un changement de direction et ainsi tomber en protection de la rondelle. C'est un exercice plus avancé pour les joueurs, mais à force de le faire, à force de répéter, ça va devenir automatique dans les matchs. Parfait, je te laisse aller. Donc, tu récupères la rondelle. Tu vas faire ton mouvement à 90 degrés. Donc, la rondelle tombe en protection de la rondelle. Tu t'en viens au deuxième pilon. Même chose. Ramène la rondelle à 90 degrés. Remarquez bien mon coude, ma main d'en haut, comment elle est active. Troisième cône, 90. Croisement, croisement. Effectue ta passe au prochain joueur. Le prochain s'en vient, va effectuer un bon lancer au filet. À la suite d'avoir fait son 90, même chose. Vas-y. Sors large. Lance. All right. Ramène à 90. Ramène à 90.
Ramène à 90. All right, bien essayé. Croise, 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 croise. Bon lancer. Hop. Virage 90. Excellent. Lance. Good job. Let's go. Hop. 90. Hop. Stop. 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 Maintenant, je veux que tu ramènes la rondelle. Imagine-toi qu'il y a un défenseur ici. Si tu places la rondelle en avant de toi, lors du virage, c'est quoi qu'il va faire, le défenseur? Il va te l'enlever. Fait que tu veux te mettre entre le défenseur et la rondelle en plaçant la rondelle dans une position pour tomber en protection de rondelle. Dans un match, tu peux soit lancer, effectuer une passe ou tout simplement faire un jeu. Si tu en viens à l'autre pilon, même chose. Denis, merci pour le gant. Ouais. Place la rondelle à 90. Pour être capable, ton coude doit être actif et ta main d'en haut. Fait que engage le coude et ta main d'en haut. Et même chose au troisième. OK? On recommence du début, mon homme. Let's go. Hop. 90. 90. 90. Cross, 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 cross. All right. Out. Shoot, shoot. Good job. Go. 90. 90. Hop, 90. All right. Croise, croise, croise. Un bon lancer au but. Hop. Bang. Shoot, shoot. All right. Un peu plus sec, dynamique, ton move. Hop. 90. Main d'en haut active, excellent. Croise, croise, croise. Let's go. 90. Out, shoot. Good, excellent, excellent ça. Go. Hop. Oui. Active ta main d'en haut. All right. Cross, 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 cross. Bonne passe. Ils sont larges. Hop. Shoot. Good. Hop. 90. Active ta main d'en haut. Active ta main. Excellent. Go, go, go. Ils sont larges. Shoot. Excellent travail. Ça prend beaucoup de pratique pour faire des gestes de même, mais c'est pas évident d'amener le côté dynamique de cette feinte-là, nécessairement. C'est pas évident, mais à force de le faire, c'est comme tout. Là, je mets les joueurs dans une zone inconfortable. Okay. C'est vraiment pas facile, puis je suis au courant. Mais à force de marteler les points clés lors des pratiques, il faut que ta main d'en haut soit active et tu sois actif aussi avec ton coude pour essayer de tomber en protection de la rondelle. C'est de l'excellent travail, Ramzy. Merci beaucoup. Puis nous autres, bien, à la semaine prochaine. C'est déjà la fin de notre émission à Hockey le Magazine. Voici ce qu'on aura pour vous lors de la prochaine édition. Une entrevue avec l'attaquant québécois du Lightning au parcours atypique, Yannick Gourde. Une entrevue avec le défenseur des Gaulois de Saint-Hyacinthe Midget 3, Jacob Gaucher, un jeune homme au parcours scolaire exceptionnel. La chronique équipement portant à nouveau sur les accessoires à la disposition des hockeyeurs et hockeyeuses. Et le segment Sur la glace avec Steve Brûlé. Tout ça et beaucoup plus à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.